Il est impossible d'imaginer le monde moderne sans les vols spatiaux, les satellites, l'énergie nucléaire, la physique fondamentale, la chimie et d'autres domaines scientifiques, qui sont apparus exclusivement ou en partie grâce aux scientifiques russes et soviétiques. Les technologies laser font également partie de ces réalisations. Grâce aux travaux de Nikolai Bassov, Jores Alfiorov et d'autres de nos éminents compatriotes, le monde a obtenu le laser et la possibilité de l'utiliser dans des domaines très variés, de la médecine à la fusion thermonucléaire. Et bien sûr, l'impression 3D qui gagne en popularité. À l'aide du laser, dans des imprimantes 3D spéciales, on fabrique des pièces qu'il serait souvent impossible, trop coûteux ou trop long de produire autrement. En Russie, la technologie pénètre rapidement dans l'industrie spatiale, aéronautique et d'autres secteurs, mais, comme toujours, juste à temps. La question des moyens de production devient centrale. Pouvons-nous fabriquer nous-mêmes nos propres imprimantes 3D? Il y a 25 ans, un groupe de diplômés de l'Université technique d'État de la Baltique von May a fondé une entreprise scientifique et de production spécialisée dans les technologies laser. Aujourd'hui, elle est devenue la société System Laser, un fabricant d'imprimantes 3D pour l'impression métallique de niveau mondial. Nous allons vous présenter ces produits, mais d'abord, voyons comment des objets peuvent être fabriqués à partir de poudre. En fait, la mécanique est assez simple. Il y a une plaque métallique sur laquelle la fabrication a lieu. Elle se trouve sur une table mobile qui peut monter et descendre. Le pas de descente est très petit, généralement de 30, 50 ou 80 micromètres. La table descend, une couche de poudre est déposée, puis la poudre est soudée à la plaque métallique par un faisceau laser. Ensuite, la table descend à nouveau pour l'étape suivante, une nouvelle couche de poudre est ajoutée et le processus de synthèse se répète, mais cette fois selon la trajectoire de la couche suivante. C'est similaire à l'impression 3D plastique, mais la couche est plus fine et on utilise de la poudre métallique au lieu du plastique. Au final, on obtient un puits rempli de poudre dans lequel la pièce fabriquée est fusionnée à partir de poudre métallique et se trouve immergée dans le volume de poudre. Ensuite, la table monte, la poudre est retirée et la pièce avec la plaque de construction est placée en traitement thermique. Après le recuit de normalisation, elle est découpée de la plaque de construction. En principe, c'est ainsi que se déroule le processus SLM. Et l'usinage mécanique est alors requis pour la pièce. En règle générale, un usinage mécanique est ensuite nécessaire. Quoi qu'il en soit, la fabrication additive reste une production de pièces brutes et en fait, on obtient une ébauche, mais cette ébauche a un haut degré de finition et d'usinage mécanique. Là, il faut soit un minimum, soit pas du tout. Si la pièce est bien fritée, souvent il n'y a même pas besoin de post-traitement. La poudre qui reste, disons, en excès après cette procédure, est-elle réutilisée ou non? Oui, en règle générale, à de rares exceptions près, toute la poudre qui reste après la fabrication est renvoyée pour être tamisée, rafraîchie avec de la poudre neuve, et ensuite elle peut être utilisée de la même manière. Dans ce cas, les propriétés mécaniques restent quasi intactes, et la poudre est généralement très durable. C'est pourquoi les technologies additives, surtout le SLM, offrent un excellent taux d'utilisation du matériau. Ici, il atteint 95% et parfois 98%, et c'est pourquoi les technologies additives peuvent offrir un bon effet économique, ne serait-ce qu'en raison des économies réalisées. Attention! Où achetez-vous la poudre? Est-elle étrangère ou déjà produite en Russie? Nous pouvons travailler avec de la poudre étrangère, mais en règle générale, nous utilisons de la poudre russe. En Russie, 10 à 15 entreprises produisent des poudres de qualité mondiale avec lesquelles nous collaborons. Dans les systèmes laser, on travaille avec des poudres d'acier inoxydable, de titane, d'alliage de nickel résistant à la chaleur, d'alliage cobalt-chrome, de bronze, de cuivre pur, ainsi qu'avec des matériaux spécifiques comme le nickel-titane ou le permalloy magnétique doux. L'un des principaux consommateurs des produits obtenus est l'industrie spatiale. En règle générale, les technologies additives sont les plus applicables et offrent le meilleur effet économique pour les pièces de forme et de géométrie extrêmement complexes. Voici par exemple ce support pour une antenne satellite que nous avons fabriqué conjointement avec une entreprise du groupe Roscosmos. Ce type de support était initialement fabriqué selon des méthodes classiques, par usinage mécanique sur une machine CNC, et avait un coefficient d'utilisation du matériau utile. Eh bien, il était d'environ, je dirais, 10 à 15% après l'optimisation topologique, après la modification de la conception, toutes choses égales par ailleurs, avec la même résistance et la rigidité requise de la structure, il a été possible de le rendre plus léger.
presque 100 grammes de moins, c'est-à-dire qu'il est environ 30% plus léger. En même temps, le coefficient d'utilisation du matériau atteint ici environ 90 à 95%. Eh bien, 100 grammes d'économie de poids pour l'espace, c'est un chiffre très élevé, car chaque kilogramme de charge utile en orbite sur notre planète coûte très cher. Un produit similaire également destiné à l'espace pour le même client, voici une antenne pour satellite. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'en principe, après la modification de cette structure pour le procédé additif, ces produits sont imprimés, recuits dans un four, découpés, puis soumis à un traitement de sablage. En général, tout cela se fait en une seule journée, et l'antenne est déjà prête à être utilisée sous cette forme. Par ses propriétés radiophysiques, elle n'est pas inférieure à l'échantillon d'origine, mais elle est fabriquée de manière beaucoup plus simple, plus rapide et avec beaucoup moins d'efforts. Nous imprimons pas mal de ces produits. C'est une antenne hyperfréquence, probablement d'un radar. C'est à la fois une antenne cornée, une structure à guide d'onde, et tout cela est intégré dans une seule pièce. À l'origine, c'était un assemblage, mais les technologies additives permettent de produire ces pièces d'un seul bloc. Pour garantir la qualité des imprimantes et des produits, un laboratoire spécial fonctionne dans l'entreprise. L'échantillon est placé dans une machine de traction, qui l'étire et le rompt. Tous les paramètres de ce processus sont mesurés, analysés, puis des conclusions sont tirées sur la présence ou l'absence de défauts. Voyons comment l'échantillon va se rompre dans quelques secondes. Ah, il s'est déjà rompu. Notre laboratoire dispose également d'équipements pour l'étude et l'analyse métallographique. Voici une coupe métallographique. C'est déjà un échantillon préparé. Nous faisons pousser des cubes, nous les coupons, nous les polissons, puis nous observons leur structure interne au microscope. La porosité résiduelle, c'est-à-dire que pour la plupart des matériaux, elle ne doit pas dépasser 0,1% selon nos normes internes. C'est une qualité de synthèse assez élevée, donc les produits obtenus sont denses, résistent à la pression, et ce niveau de porosité résiduelle correspond à peu près à celui du moulage sous pression, voire même un peu mieux. La société Système Laser produit une gamme d'imprimantes 3D industrielles de sa propre conception dans ses propres installations, dont le fleuron est le modèle M450L avec un volume de fabrication de 500 x 500 x 500 mm et 4 canaux laser. Nous entrons dans l'atelier d'assemblage de nos imprimantes 3D ici en général. De 3 à 8 imprimantes sont assemblées en même temps, selon, disons, la saison ou la période de l'année. En ce moment, nous avons ici 4 ou 5 de nos modèles supérieurs, et dans le segment intermédiaire, ce sont les machines 350. Les imprimantes 3D quittent ces portes pour être installées partout dans le pays, où il y en a déjà plusieurs dizaines. Pour notre pays, vu la taille du marché, les difficultés et le coût des technologies, ces résultats sont excellents. C'est notre modèle phare, une grande et puissante installation industrielle avec un plateau de fabrication de 500 x 500 mm et une profondeur de cuve de fabrication également de 500 mm. C'est en effet, oui, à l'heure actuelle, notre fleuron est déjà une machine industrielle grande et sérieuse. Ici, si l'on considère le volume total d'acier inoxydable, la masse de poudre dépassera 1 tonne. Ce système à 4 lasers permet d'utiliser 4 canaux, ce qui est indispensable pour un si grand plateau de fabrication, une solution à 1 ou 2 lasers n'étant plus suffisante. Il ne fonctionne pas car il manque de productivité et d'efficacité de synthèse, mais avec 4 canaux ou plus, ils deviennent adaptés à ce format. Nous avons des plans pour développer cette gamme vers des tailles plus grandes, jusqu'à 1 mètre, voire plus. Là-bas, il s'agira déjà de systèmes à 8 ou 16 canaux, et tout cela, bien sûr, nous le ferons à l'avenir. Peut-on donner des exemples de produits qui sont justement demandés dans de telles dimensions? Encore une fois, il y a beaucoup d'exemples dans ce format. Il y aura une forte demande pour les produits destinés au secteur pétrolier. Il s'agit notamment de roues à aubes, d'outillage approprié et de pièces pour les installations de forage. Là-bas, la demande pour ce format est forte. Un grand format, en général, n'est pas une seule grande pièce. Ici, on peut produire de nombreuses petites pièces, avec une productivité accrue. Chaque fois que l'on parle de la production d'équipements de haute technologie comme le vôtre en Russie, la question de l'origine des composants se pose. Dans quelle mesure peut-on qualifier votre produit de russe? Il est évident que nous ne fabriquons pas tous les composants ici, dans notre entreprise, mais nous avons un pourcentage suffisamment élevé de composants qui sont russes. De plus, la machine elle-même est entièrement de notre conception, et beaucoup de choses ici sont fabriquées par nous-mêmes. Cette structure métallique, les éléments du châssis, les éléments optiques du contrôleur, le logiciel, les structures métalliques sur la robustesse... Une source laser de fabrication russe?
La source laser est russe, de VPG Laser 1, une entreprise de Moscou, Fryazino, je pense que tous dans le domaine la connaissent. La science est omniprésente dans les systèmes laser, pas seulement dans les imprimantes 3D. Ses développeurs, parmi lesquels on compte plus de 40 docteurs et chercheurs, ont également réussi à créer d'autres produits originaux utilisant les technologies laser. Par exemple celui-ci. Alexei, qu'est-ce que c'est que ce robot sympathique qui ressemble à un personnage d'un célèbre film hollywoodien comme Star Wars ou quelque chose de ce genre? C'est un appareil météorologique qui s'appelle un lidar anémométrique. Le long du faisceau, on construit un cône de balayage et jusqu'à 300 mètres d'altitude, il détermine non seulement le profil de rétrodiffusion, c'est-à-dire la nébulosité, la limite supérieure et inférieure des nuages, la densité des formations atmosphériques, mais aussi la vitesse et la direction du vent. Jusqu'à 300 mètres, en conséquence, de tels appareils peuvent être installés à proximité des trajectoires d'approche et détecter des phénomènes météorologiques dangereux, tels que le cisaillement du vent, certaines rafales de vent, la turbulence, etc. C'est un appareil assez bon et intéressant pour assurer la sécurité des vols. Dans le monde, seuls quelques fabricants produisent en série de tels appareils basés sur les mêmes principes physiques. Eh bien, par exemple, Lockheed Martin sait le faire, Mitsubishi sait le faire, il y a en Europe la société Leosfera et la société finlandaise Vaisla qui savent fabriquer de tels appareils. Eh bien, en principe, c'est à peu près tout. Nous avons aussi Laser Systems en Russie, une technologie complexe sur les plans techniques, mathématiques et physiques. En fait, le cœur d'une telle source, d'un tel lidar, est une source laser avec une longueur de cohérence de plus de 60 km. Et voici une autre invention originale de la société Alcoramca. Un tel dispositif est installé aux entrées des grandes entreprises industrielles et permet d'empêcher les personnes en état d'ébriété alcoolique d'accéder au travail. Il est impossible de tromper ou de mettre hors service un tel contrôleur. En fait, il s'agit d'un spectromètre optique qui est réglé sur la molécule d'alcool et sur l'absorption de l'eau. Le fonctionnement est très simple, il suffit d'expirer sans contact et en 2 à 3 secondes, nous obtenons le résultat. Une courte expiration montre aussitôt le résultat. Vous pouvez aussi essayer si cela vous intéresse. Maintenant, je vais vous montrer l'expiration d'une personne ivre. Je ne bois pas, donc je ne vais pas consommer, je vais juste inhaler de l'alcool. Et voilà, nous constatons aussitôt une réaction de 1,4 pour 1000. Et si à l'entrée de l'entreprise, une personne souffle ainsi, il est déjà nécessaire de la soumettre à un examen médical supplémentaire et de ne pas la laisser entrer dans l'entreprise. La question se pose d'elle-même. Peut-on le tromper, par exemple en soufflant sur le côté ou au contraire, en inspirant au lieu d'expirer? Oui, c'est une question fréquente. En réalité, il est presque impossible de la tromper car elle détecte l'expiration elle-même. L'expiration se distingue de l'air ambiant par son humidité. Il y a plus d'humidité dans l'expiration. Donc si nous inspirons l'air et expirons sur le côté, elle ne verra tout simplement pas l'expiration, elle demandera simplement de répéter l'expiration. Je peux maintenant expirer sur le côté. Et il n'y aura aucune réaction, il faut expirer exactement dans la zone de détection. Voilà. En voyageant dans différentes usines de Russie, nous sommes constamment confrontés au problème du manque de personnel qualifié. Comment y font-ils face chez Laser Systems? Nous-mêmes, historiquement, il y a 25 ans, nous sommes sortis tous de Vonmec, l'Université technique d'État de la Baltique. Et la première pépinière de talents venait de là, bien sûr. Ensuite, d'autres universités se sont jointes, comme Polytech, l'Université d'État, le LETI et l'ITMO. Jusqu'à récemment, j'étais aussi maître de conférences au département de Vonmec, qui, dès la 4e année, est une excellente pépinière de talents. Quand nous voyons déjà un peu les jeunes spécialistes, dans le processus d'apprentissage, sans trop les distraire de leurs études, nous commençons à les inviter en tant que stagiaires dans les entreprises pour effectuer des stages de production et ainsi de suite. À partir de la fin de la 3e, de la 4e année, nous faisons venir des spécialistes chez nous en tant que stagiaires. C'est un travail important qui nécessite un esprit d'innovation de la part des spécialistes qui travaillent déjà chez nous. C'est leur temps, mais sur le long terme, cela nous apporte du personnel. Il y a aussi un autre aspect, oui, nous avons beaucoup de travaux liés à ce qui intéresse les jeunes.
Même si tout change dans ce monde, par exemple le domaine spatial, il reste tout de même intéressant pour les jeunes. Et nous en avons beaucoup. Nous avons suffisamment de travaux avec Roscosmos et nous attirons des personnes pour travailler dans le domaine spatial. C'est intéressant pour un jeune homme ou une jeune femme. L'enthousiasme pour l'espace est toujours là. Oui, et le fait que nous travaillons dans la haute technologie, ce qu'on appelle le high-tech. Oui, dans le domaine de la fabrication de machines-outils, c'est aussi intéressant parce que c'est une chose complexe. Cela combine l'électronique, la programmation et l'activité de conception traditionnelle. Cela intéresse aussi les jeunes. Nous savons que nos spécialistes savent faire des découvertes et créer des produits géniaux. Mais dans le monde moderne, cela ne suffit pas. Il faut aussi savoir organiser la production en série, construire une entreprise stable et être compétitif sur les marchés intérieurs et extérieurs. C'est de cela et du futur axe de développement des technologies additives que nous avons parlé avec le président du conseil d'administration de la société Système Laser. Vous venez du milieu scientifique, vous travaillez sur des projets liés à la technologie laser. Pourquoi avez-vous choisi précisément la voie des technologies additives comme direction principale ? Ici, tout est similaire, c'est presque pareil. Des spécialistes en dynamique des gaz, des spécialistes en technologie laser, et justement la technologie SLM, cette fusion sélective par laser, c'est vraiment à la pointe, c'est la quintessence même. En principe, tout ce sur quoi nous avons travaillé est justement incarné ici. Dans les technologies additives et dans les systèmes de sécurité industrielle sur lesquels nous travaillons, la situation est en principe similaire. Il y a cette base que nous avons développée, étant une entreprise purement de recherche scientifique, oui, une petite société, et justement, à certains moments, cela nous permet maintenant d'obtenir de bons résultats. Le marché sur lequel vous travaillez, celui des technologies additives, surtout dans l'industrie, est encore à un stade assez embryonnaire en Russie. Chaque situation a ses avantages et inconvénients, le marché en formation reste compréhensible. Ici, il est clair que si vous faites un produit meilleur que celui des concurrents, en principe moins cher ou au contraire peut-être plus cher, mais nettement meilleur. Voilà une économie élémentaire du marketing, alors en principe vous pouvez avancer. Mais sur ce marché en forte croissance, il est très important, bien sûr, de créer un produit qui trouvera un écho. Et chez nous, vous comprenez, en ce moment, encore une fois, toute cette conjoncture extérieure, en principe, favorise le développement de cette technologie. Pour assurer la continuité de la production et résoudre les problèmes de substitution aux importations, les technologies additives sont l'une des technologies clés. Donc en ce moment, tout y contribue, mais en général, c'est une tendance mondiale, que nous suivons également de près. Cela témoigne en général d'une adoption de plus en plus large des technologies additives, non seulement grâce à l'optimisation topologique, mais aussi parce qu'il y a un certain effet économique, notamment sur les petites séries. Comme le montrent la pratique et les calculs, la pratique déjà mise en œuvre par exemple en Chine, et nous savons maintenant qu'en Occident aussi, ils adoptent une approche similaire à celle des Chinois pour créer de grands centres de technologie additive. Là-bas, la loi des grands nombres fonctionne déjà, oui, et grâce à ce qu'on appelle la production sans lumière, c'est-à-dire une production sans intervention d'opérateurs, il y a un effet économique positif. Ce n'est pas seulement pour des pièces complexes ou celles nécessitant une optimisation topologique, mais aussi pour des produits de masse. Même en comparaison avec les méthodes traditionnelles, l'introduction des technologies additives s'avère avantageuse car, en principe, les coûts diminuent, les poudres deviennent moins chères et les équipements deviennent également plus accessibles. Oui, ensuite, à partir d'un certain volume, un bon effet économique commence à apparaître à l'avenir. Cette technologie est très bonne, vraiment très bonne. Et ici, alors encore une fois, la question se pose de savoir comment nous parvenons à en profiter. Eh bien, la question de la qualité. La qualité, c'est en quelque sorte la première chose, oui. C'est-à-dire si le client comprend que le produit livré, la machine livrée, fabrique un produit important, de bonne qualité et de la qualité requise. En plus de cela, même s'il y a des questions ou des problèmes qui surviennent, nos spécialistes vous répondent immédiatement. Ils se déplacent tout de suite, oui, et résolvent les problèmes sur place. Eh bien, c'est probablement grâce à cela qu'en principe, nous montrons actuellement une croissance aussi significative dans ce domaine. Vous avez deux axes d'activité, la vente de machines prêtes à l'emploi et les technologies additives que vous réalisez à la demande des clients. Lequel de ces axes vous semble le plus prometteur ? Eh bien, vous savez, si l'on regarde les études de marché, y compris, oui, les études occidentales qui nous parviennent, là-bas, la situation est décrite de la manière suivante.
La part prépondérante, bien sûr, du chiffre d'affaires dans ces domaines est générée par la prestation de services. Chez nous, en général, dans notre pays, ce n'est pas encore le cas. Mais probablement, si l'on parle de perspective, alors la prestation de services, c'est-à-dire la création de ces centres de technologie additive, dépassera dans la structure du chiffre d'affaires la vente directe de ces machines à l'utilisateur final. Mais pour l'instant, chez nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous gagnons plus en vendant des machines qu'en réalisant des impressions. Eh bien, nous le comprenons, oui, et cette année, nous avons commencé cette activité et l'année prochaine, nous allons la poursuivre. Nous développons ces centres de technologie additive. Ici, nous en avons un autre ouvre en République du Tatarstan. Nous menons actuellement des négociations approfondies avec plusieurs régions pour créer, oui, dans ces régions, de tels centres de technologie additive basés sur notre équipement, c'est-à-dire avec tout notre accompagnement technologique. Et cela, en principe, je pense, permettra d'équilibrer un peu cette situation. C'est une sorte de franchise régionale? Eh bien, nous avons actuellement différents schémas que nous utilisons. Mais en général, cela ressemble vraiment à ceci. Avec notre partenaire, nous investissons ensemble dans l'ouverture de ce centre, puis il fonctionne comme une unité commerciale distincte. Ce centre travaille pour répondre aux besoins de la région et des territoires voisins. Nous procédons ainsi à une expansion de notre technologie. Tôt ou tard, cela signifie que nous aurons dans les régions ces fameuses usines sans lumière pour fournir des services additifs. Oui, ce serait vraiment formidable. Eh bien, je pense qu'en principe, nous y arriverons vraiment. Le chemin sera... Peut-être pas très simple non plus, mais nous y arriverons. Oui, nous avons visité votre magnifique complexe de production, tout est formidable, très bien, mais nous voyons qu'à certains endroits, il semble que vous soyez déjà un peu à l'étroit dans certains ateliers. Alors ici, quels sont vos projets? Ici, tout est so clair pour nous. Oui, vous avez raison, en fait, nous sommes entrés dans la zone économique spéciale il y a déjà 10 ans, voire plus. Nous avons construit un complexe administratif et de production, et c'est ici que nous travaillons actuellement. Nous nous développons, c'est un processus tout à fait normal, nos commandes augmentent, oui, notre carnet de commandes grandit, donc nous avons besoin de nouveaux ateliers. Et maintenant, nous sommes justement à une étape concrète d'expansion. C'est-à-dire qu'ici, sur le territoire de la zone économique spéciale, nous prévoyons, dans les prochaines années, de créer un autre complexe de production. Y a-t-il un quelconque soutien de la part de l'État? Dans quelle mesure est-elle significative? Vous savez, je peux dire que oui, il y en a, mais ce soutien, nous l'avons en grande partie mérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous produisons des biens qui répondent entièrement aux critères de reconnaissance comme étant russes. Et grâce à cela, nos produits, en quelque sorte, entrent dans ce qu'on appelle le GISP. C'est le système d'information de l'industrie. Et si nos produits y sont inclus, alors en conséquence, nous avons le droit de bénéficier de divers avantages lors de la fourniture d'équipements, par exemple sur le territoire russe, afin de stimuler la vente et l'achat de produits nationaux subventionnés par l'État. Oui, il existe une remise subventionnée pour l'utilisateur final. C'est vraiment le mécanisme le plus intéressant parmi ceux que nous utilisons. Il existe d'autres formes de subventions, des développements de l'État. Est-ce que cela vous aide? Mais en échange, ils exigent le respect de certains engagements. Par exemple, pour chaque rouble investi en nous, nous devons montrer 2 roubles ou plus de chiffre d'affaires dans ce domaine. Eh bien, encore une fois, vous comprenez, en ce moment, notre problème, c'est de constituer un stock, parce que tout est trop déjà vendu chez nous, mais sur une période assez longue. C'est pourquoi ces engagements sont un point difficile pour de nombreuses entreprises industrielles. Pour nous, en principe, les respecter ne pose pas de difficultés particulières, parce que le produit que nous fabriquons est vraiment demandé. Donc oui, l'État apporte un certain soutien. Mais encore une fois, ce que nous aimons le plus utiliser en ce moment, c'est bien sûr cette remise pour le client final, c'est à la fois bon pour les utilisateurs finaux et agréable pour nous. Et en général, cela pousse le secteur industriel à acheter russe. Cela fait fonctionner tout ce système, c'est formidable. Et probablement la dernière question, un petit mot sur l'avenir de l'entreprise.
On voit déjà votre potentiel de développement, avec un vaste marché industriel russe encore inexploité, puis l'expansion à l'international, tout cela semble inévitable. Mais sur le plan technologique, quelle voie pouvez-vous, vous et le secteur, suivre ? Parce que, pour un observateur extérieur, il voit une imprimante, puis une autre avec une zone de travail un peu plus grande, et il semble que tout cela ait quand même une limite physique, comme tout, s'il y a des limites. Vous voyez, l'imprimante est si grande. Il y a cette boîte noire, oui. Et à l'intérieur, oh, il y a tellement de choses, beaucoup de choses intéressantes. Et bien sûr, il y a un travail scientifique et technique minutieux qui continue pour optimiser tout ce qui se passe à l'intérieur, oui, pour assurer un fonctionnement plus rapide, de meilleurs résultats. Oui, donc en réalité, l'optimisation des technologies se fait en continu. En plus de cela, bien sûr, nous avons un département spécial pour les technologies d'avenir où nous travaillons en parallèle. Certaines choses qui ne sont pas vraiment des spin-offs mais qui sont déjà un peu plus avancées. Des modernisations en profondeur de cet équipement où, pour ainsi dire, nous ne regardons pas juste un pas en avant, mais plusieurs pas en avant. Dieu merci, il y a de la concurrence, c'est-à-dire que, oui, la concurrence permet de ne pas s'endormir, de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais d'aller de l'avant. C'est pourquoi nous accueillons la concurrence à bras ouverts, c'est formidable. Avons-nous, dans cette concurrence mondiale, la possibilité de prendre une longueur d'avance et de créer quelque chose de vraiment russe, nouveau et meilleur exactement dans cette direction ? Nous avons sans aucun doute des chances. Je dirais même, connaissant de l'intérieur toute cette cuisine, y compris les aspects scientifiques, que j'estime ces chances comme étant assez élevées. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la concrétisation de ces opportunités et le développement de votre entreprise. Merci beaucoup, merci. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'entreprise de haute technologie en Russie avec des produits de haute technicité, montrez simplement cette vidéo. Montrez-la aussi à ceux qui sont convaincus qu'il est impossible de faire grandir une entreprise prospère à partir d'une start-up étudiante en Russie. Nous sommes convaincus que Laser Systems continuera de nous surprendre par leurs innovations et il est certain que les éminents académiciens soviétiques, créateurs du laser, seraient satisfaits de ce qu'ils verraient. Abonnez-vous à la chaîne Time Forward pour savoir comment l'industrie russe se développe.